Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle David Pays. Je suis économiste planificateur, spécialiste des questions de genre et développement. Alors, chargé de faciliter les cours sur la gestion des politiques économiques sensibles aux gens dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le module 8 qui traite du genre et accès au financement. Le module 8 fournira un aperçu du rôle de la finance dans le développement dans une perspective genre et jettera les bases conceptuelles qui nous permettront d'examiner la microfinance comme l'un des principaux outils stratégiques utilisés en Afrique pour promouvoir la réduction de la pauvreté et l'égalité des sexes. Aussi, ce module-là va nous permettre de pouvoir présenter les cas théoriques, institutionnels et politiques du secteur de finance en Afrique. Puis, il va nous donner une idée sur la pratique de la microfinance en particulier, mettant en évidence le consensus et les constatations autour de son potentiel pour réduire la pauvreté et autonomiser les femmes. Alors, la finance est la branche de l'économie qui étudie la gestion de l'argent et des autres actifs qui peuvent être achetés, vendus, prêtés ou empruntés par le biais des marchés financiers ou des institutions. Alors, l'ensemble des institutions qui facilitent l'achat, la vente, le prêt ou l'emprunt d'argent et d'autres actifs financiers sont connus sous le nom de système financier. Et en théorie, l'achat et la vente d'actifs financiers devraient suivre les lois de l'offre et de la demande élaborées dans le module 1, notamment le module sur le genre et l'économie. En pratique, l'offre et la demande expliquent l'achat et la vente d'actifs financiers, mais l'explication de l'offre et de la demande d'actifs financiers est compliquée par la complexité des actifs financiers créés par le système financier. Alors, une grande partie de l'achat et de la vente d'actifs financiers dans les systèmes financiers modernes concerne des actifs qui n'ont pas encore été produits ou que les vendeurs ne possèdent pas encore, mais qu'un autre vendeur prête en échange d'un paiement. Donc, plus généralement, les épargnants sont des particuliers ou des institutions qui fournissent de l'argent sous forme de dépôt à une institution financière. L'épargnant le fait en échange d'un flux de revenus sous forme de paiement d'intérêt sur l'épargne de l'institution financière. Alors, donc, l'institution financière utilise l'argent que les épargnants déposent comme base pour faire avancer le crédit, c'est-à-dire le transfert d'une somme d'argent d'un prêteur du système financier à un emprunteur à l'intérieur ou à l'extérieur du système financier. Donc, pour obtenir un prêt, l'emprunteur doit généralement fournir une garantie ou un actif transféré au prêteur en cas de dépôt. Donc, ça peut être un titre foncier, ça peut être un terrain, ainsi de suite. En obtenant le crédit, l'emprunteur acquiert une dette qui doit être remboursée en totalité. De plus, le prêteur facture un prix pour le prêt, ce qu'on appelle le taux d'intérêt. C'est une somme que l'emprunteur doit rembourser supérieure à celle qui a été empruntée. Bon, donc tout le monde connaît le taux d'intérêt. Souvent, quand on va au niveau des banques, ça varie souvent de 6,95% jusqu'à 11% souvent. Mais ce taux d'intérêt peut être négocié aussi en fonction des prêts et en fonction de la nature aussi des clients. Alors, les institutions financières gagnent de l'argent en prêtant de l'argent aux emprunteurs à un taux d'intérêt plus élevé que celle qu'elles payent aux épargnants qui déposent leurs épargnes dans les institutions financières. Les bénéfices financiers sont donc une redistribution des ressources d'un emprunteur vers un prêteur.
Alors, le système financier implique donc un cycle d'épargne, de dépôt, de prêt, d'emprunt, d'achat et de vente. Les institutions financières jouent le rôle d'intermédiaire entre ceux qui épargnent et ceux qui empruntent. Alors, quand on parle maintenant de l'accessibilité des femmes au marché financier en Afrique, en général, les femmes rurales ont des taux d'épargne plus élevés que les hommes, mais ont des revenus de trésorerie moins élevés et ne remplissent pas les conditions légales pour entrer dans le secteur bancaire. Donc, les femmes finissent par détenir leur épargne dans les actifs non monétaires ou en espèces ou dans les institutions financières informelles. Vous allez voir qu'en Afrique, généralement, les femmes sont orientées vers les institutions qui ne sont pas formelles. Souvent, on appelle ces institutions-là, peut-être, ils font de la tontine, elles sont dans des services financiers qui ne sont pas bien formalisés. Et au finish, il y a souvent des difficultés. C'est compte tenu de la nature de leurs activités et compte tenu du fait qu'elles n'ont pas d'actifs, qu'elles ne détiennent pas aussi des garanties pour pouvoir aller vers les banques. Donc, les inégalités entre les sexes en matière de droits de propriété et les préjugés dans le secteur financier excluent les femmes d'une politique monétaire accommodante comme l'augmentation des prêts formels. Donc, c'est difficile d'avoir les prêts formels parce que généralement, on demande des garanties, on demande l'aval, alors que les femmes n'en disposent pas. Donc, les prêteurs sur gage connaissent toujours des institutions financières informelles, communes, qui incluent généralement des relations d'échange au-delà du marché financier, comme le marché de la terre et du travail. Alors, la microfinance repose sur l'hypothèse que l'accès à la microfinance est la clé de la réduction de la pauvreté et de l'autonomisation économique, et que les bénéficiaires de la microfinance investiront principalement dans les actifs de la trésorerie. Donc, les approches opérationnelles comprennent les systèmes traditionnels de groupe et les prêts spécialisés par les ONG, les coopératives et les banques rurales. Donc, les institutions de microfinance opèrent en dehors du secteur bancaire, doivent trouver, opérant en dehors du secteur bancaires doivent trouver leur propre source de financement. Et c'est le soutien des coopératives locales, des clubs locaux, des associations villageoises qui sont au cœur de la mobilisation de l'épargne. Donc, vous allez voir souvent que les gens s'organisent dans les villages, dans les communes rurales pour mettre en place des institutions de microfinance pour soutenir les femmes. Et ces microfinances-là ne sont pas souvent formelles. Et à la longue, ça peut créer des soucis parce que nous avons vu généralement, lorsque il y a ces genres de propositions, les femmes adhèrent. Mais en contrepartie, souvent, on demande un certain nombre de cautions morales et on donne les financements, mais peut-être certaines femmes éprouvent des difficultés pour pouvoir rembourser parce que les activités ne sont pas structurées, il n'y a pas d'accompagnement, ainsi de suite. Alors, les approches de prêt comprennent les prêts à la pauvreté subventionnés par les donateurs et caractérisés par des personnes travaillant ensemble en groupe. Donc, l'approche du système financier est orientée vers le commerce et se concentre sur les pauvres actifs. Donc, quand on fait le lien entre le genre, la microfinance et l'autonomisation de la femme, on se rend compte que les femmes ont été désavantagées dans le crédit formel. Les femmes sont ciblées de différentes manières par les institutions de microfinance. Alors, les prêts accordés aux femmes sont restés modestes et ils ont continué à cibler les femmes économiquement actives, ce qui laisse de côté le besoin de renforcer les préjugés sexistes dans le secteur financier
y compris le non-respect de la quantité de travail du sol. Donc, vous allez voir que généralement, il y a une structuration qui est là. Et les institutions de microfinance également prennent des précautions pour pouvoir financer. Donc, elles ciblent les femmes qui ont un certain nombre de capacités à pouvoir rembourser les prêts. Donc, laissant de côté certaines femmes qui sont dans le milieu rural et qui ont besoin également de pouvoir avoir des crédits pour booster les activités économiques. Donc, les prêts aux pauvres doivent encore faire face à la réalité des inégalités entre les sexes au niveau des ménages, y compris le rôle des hommes. Donc, les institutions de microfinance font également l'hypothèse que lorsque vous atteignez le groupe, vous avez atteint les pauvres. Ce qui ne peut pas rejoindre des groupes sont alors exclus. Alors, donc les femmes ont des taux de remboursement élevés en Afrique, en général 90%, mais cela peut renforcer le biais en faveur des femmes, car l'accent est mis sur le remboursement plutôt que l'impact des fonds. Donc, quand on prend les institutions de microfinance, généralement, leur objectif là, c'est de pouvoir faire le recouvrement et non pas forcément accompagner les femmes pour booster leurs activités économiques. Donc, dans l'objectif réel, c'est comment faire pour récupérer en tout cas les fonds et avec les intérêts induits. Donc, ce qui fait que généralement, ça renforce souvent aussi la vulnérabilité des femmes qui n'arrivent pas à pouvoir payer ces crédits. Donc, les structures organisationnelles des institutions de microfinance sont également fortement dirigées par des hommes. Donc, on peut noter que 70% au moins sont dirigés par les hommes, mais les clients sont des femmes. Donc, 90% sont des femmes. Donc, les IMF sont dirigés par les hommes, mais ceux qui sollicitent ces services-là sont des femmes. Donc, on peut voir qu'un débat s'engage à ce niveau. Et le débat sur la microfinance et l'autonomisation des femmes-là comporte des débats qu'on peut noter des débats positifs comme des débats négatifs. En termes d'intérêt positif, il est dit que les mécanismes d'adaptation efficaces pour les femmes et les hommes pauvres. Donc, on voit ici que les institutions de microfinance constituent un mécanisme pour pouvoir accompagner les hommes et les femmes pauvres. Et aussi, c'est un moyen pour que les femmes puissent avoir accès, pour pouvoir avoir des activités, mener des activités, et prendre soin de la famille, de la scolarisation des enfants et aussi de la nourriture pour la famille. Également, on dit que la microfinance aide à accroître les compétences des bénéficiaires, comme la gestion d'entreprise et le développement des compétences. Mais ce qu'on peut noter de négatif, c'est que depuis longtemps, l'Afrique, nous sommes dans ce concept, nous sommes dans ces mécanismes de microfinance, mais cela n'a pas pu impacter, cela n'a pas pu réussir à atteindre les plus pauvres et ont tendance à se concentrer sur les non-pauvres et les quasi-pauvres. Donc, il y a peu de preuves de gains économiques de la microfinance. Aussi, la microfinance n'est pas connue pour faire face aux barrières sismiques de genre qui renforcent les inégalités. Donc, en somme, ici, il faut dire qu'il y a des soucis dans nos contrées quand il s'agit de l'accompagnement des institutions de microfinance. Parce qu'une chose est de pouvoir, en tout cas, accompagner les femmes. Une autre chose est de pouvoir réduire les vulnérabilités. Et on se rend compte que certains, dans beaucoup de cas, les femmes qui contractent les microfinances là,
tombent en tout cas souvent dans la pauvreté. Et ce qu'on note généralement, c'est que les microfinances les mieux organisées aussi n'arrivent pas à satisfaire ou n'arrivent pas également à accompagner de façon efficace les clients. Parce qu'on demande le plus souvent des garanties, on demande l'aval, alors que les femmes qui sont là ont besoin de crédit et n'en disposent pas comme aval, elles ne disposent pas également des garanties pour pouvoir contracter les crédits. Donc, c'est un mécanisme vrai. Quand ce mécanisme est bien structuré, peut vraiment accompagner les clients, mais ce mécanisme qui est basé sur le gain, qui est basé sur le recouvrement, ne facilite pas souvent les choses parce que les femmes sont dans des situations de vulnérabilité. Donc, ce module étant vraiment un module très court, nous allons voir plus loin et avec ce module sur le genre et la microfinance pour voir comment nous pouvons impacter la vie économique et sociale des hommes et des femmes. Parce que quand on parle de genre et microfinance, certes, on parle d'argent, mais cet argent doit pouvoir accompagner non seulement l'économie, mais aussi le social des ménages et réduire considérablement la pauvreté, réduire les inégalités entre les hommes et les femmes et pouvoir accompagner le développement inclusif, prenant en compte les hommes et les femmes, les filles et les garçons. Je vous remercie pour votre aimable